Bonjour à tous et bienvenue pour cette actu mensuelle de Parlons Manga Français, l'émission qu'on vous fera tous les mois en audio, dans laquelle on vous parlera de l'actualité du mois concernant le manga français, et on vous fera une critique de tous les tomes qui sortent, en tout cas on va essayer. Je suis Denote, mais je ne suis pas tout seul, je suis aujourd'hui avec Kasai Risu, qui est le monsieur qui a fondé le site PMF, et que vous entendrez pour la première fois je pense. Bonjour. Salut Denote. Comment tu vas ? Bah ça va bien. Content de faire une émission avec toi parce que ça fait quand même combien de temps maintenant ? Ça fait bien 6 mois qu'on bosse ensemble. Ouais, quand même, ouais. Et puis il était temps que les gens entendent un petit peu ta voix, ils t'entendent pas. Le truc que je ne voulais absolument pas, en fait, à la base, mais... Mais au final, voilà, tu n'as pas su me résister, C'est ça, c'est terrible. Alors, donc ce mois-ci, donc on va vous parler de l'actu qui a eu lieu sur le mois de janvier-février, puisque on va essayer de faire une émission tous les débuts de mois, comme c'est la première et qu'il n'y a pas forcément eu grand-chose cette année, on va se concentrer un petit peu sur le début d'année directement, plutôt que le mois précédent. Au niveau des critiques du mois, on va vous parler de Les Torches d'Archilon, qui est revenu avec son tome 1 réédité et son tome 2. On va vous parler rapidement de Hat-Trick tome 10 parce que on l'a pas forcément lu, donc on pourra pas vous en dire énormément, mais on y reviendra après. Et en exclu, en avant-première, on va vous parler de Booksters tome 2 qui ne sort que dans quelques jours, au moment où cette émission va être diffusée. Le 17. Le 17, c'est ça. C'est le 17 mars, et du coup, on a pu avoir un tome en avant-première, et du coup, on peut vous en parler un petit peu. Donc, on va en profiter, et on terminera l'émission par le sondage du mois qu'on vous a posté sur le groupe Facebook, dont les résultats sont assez intéressants et dont on pourra discuter un peu. La question ce mois-ci, c'était de savoir comment vous choisissez les mangas français que vous achetez, et même les mangas en général. Je pense que c'est un peu de la même manière, que ce soit des mangas français ou japonais de toute façon. Alors, l'actu récemment, qu'est-ce qu'on a eu ? Dernièrement, je sais pas si tu es très jeu de société, toi, Kasai. Pas trop. C'était plus mon frère donc qui m'a quand même mis un petit peu là-dessus, mais ouais, un petit peu. J'en ai fait un petit peu, mais le gros fan c'est plutôt mon frère, donc j'en fais quand il vient, mais c'est tout. Parce que les jeux de société, il faut savoir que la grande messe française du jeu de plateau, c'est le Festival international du jeu de Cannes, qui est un festival de renommée internationale, dans lequel il y a énormément de choses de présenter. C'est un petit peu notre équivalent de Essen chez nos amis allemands. Et du coup, à cette occasion, on a Yoka, qui est une branche dérivée de Tsume, une boîte qui fait des figurines manga de ouf, qui eux font du jeu de société et qui présentaient à Cannes pour la première fois un jeu de cartes dérivé de l'univers de Dreamland. Ils avaient Renault sur place en plus en dédicace et pour faire des parties de test, il me semble. Donc c'est sorti en avant-première au FIJ de Cannes, et ça sortira au printemps d'après leur page Facebook. C'était vendu pour la première à 15€. Je sais pas trop si c'est le prix qui sera gardé, mais pour le coup, ça me semble être dans la moyenne. On est sur une petite boîte métal avec différents types de cartes. C'est des cartes rondes, des cartes rectangulaires. J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire il fallait essayer de ne pas réveiller ses voyageurs. Et puis des jeux de société sur le manga français, on n'en a pas des masses, donc c'est assez cool de découvrir. Je sais pas si toi ça te tente. Moi ça me tente grave parce que je trouve justement que dans le manga français en général on manque de produits dérivés de toute façon, donc ça c'est un manque flagrant. D'ailleurs je comprends pas que les éditeurs ne s'y mettent pas plus que ça, parce que je trouve que ça fait une grosse pub en même temps, donc ouais. Non, ça c'est quelque chose que j'attends. C'est vrai que sorti du jeu d'aventure City Hall chez Ankama, il n'y a pas grand chose d'autre qui a pu sortir. Et c'est cool de voir ce genre de truc arriver. Puis ça sent vraiment le petit jeu pas bien compliqué. Tu peux sortir, tu fais une petite partie rapidement. Je pense que c'est ce qu'ils visent avec ce genre de produit, et du coup ça marche bien, quoi. Oui, puis je pense qu'en plus ça correspond bien à l'esprit de Renault, quoi. Pas prise de tête, donc un jeu pas prise de tête. Et c'est toujours bon à prendre, c'est clair.
On passe ensuite à une annonce du côté de chez Kiyun, Kiyun qui en 2014 lançait leur tremplin manga français, qui du coup nous a sorti un gagnant en la personne de Yamishin. Il faut savoir que après avoir gagné ce tremplin, il y avait à la clé un chèque et un contrat d'édition. Et ce contrat d'édition, il va donner naissance à Green Mechanic qui sortira en France le 8 juin. On est sur de la science-fiction post-apocalyptique avec un monde un peu désertique et une histoire de robots qui peuvent prendre l'apparence d'êtres humains. Ça te tente toi ou pas ? Pareil, là aussi, c'est quelque chose, je pense, qui manquait pas mal dans le manga français, c'est de la science-fiction comme ça. Je pense que ça manque pas mal. Et on va le voir plus tard après dans l'émission, mais il y a d'autres titres comme ça qui vont sortir en science-fiction. Mais je pense que c'est bien parce que je pense que ça correspond bien en plus au marché, au lectorat du manga français. Donc oui. Puis personnellement, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, la science-fiction. Donc oui, j'attends ça avec impatience. En plus, la couverture, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve qu'elle claque, tout simplement. Ah ouais, elle est superbe la couverture, franchement. Avec j'aime beaucoup la palette de couleurs qu'elle a utilisée. Et on a pu voir quelques planches du coup qu'a révélé Kiyun quand ils ont annoncé le titre. Et au niveau de dessin, ça a l'air franchement propre. Donc moi c'est pareil, c'est une thématique qui me branche bien, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis je la trouve intéressante cette démarche du tremplin que fait Kiyun. Donc faut voir que c'est quand même un auteur qui a été choisi à la fois par l'équipe mais aussi par un jury d'auteurs japonais reconnus et édités. Et donc c'est assez intéressant de voir que c'est quelqu'un qui a été choisi par des gens du métier. Et ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. Réponse de toute façon, au mois de juin, un petit peu avant Japan Expo, ça sent les dédicaces à Japan Expo après la sortie du titre, ça. Ouais, je pense, ouais. Je crois que c'était le 8 juin, il me semble. 8 juin, c'est ça, ouais. Autre annonce, mais c'est du côté de chez Glénat cette fois. Glénat sortira une nouvelle licence en 2018. Ils ont déjà cette année, du coup, encore ce qui continue, à savoir les licences de Vanra, Ayakashi et Stray Dog. Ils ont le Voleur d'Estampes qui est un tome 2 qui doit sortir. Mais ils préparent déjà le futur et pour 2018, c'est Christophe Cointeau qui a signé chez eux. Christophe Cointeau qui est l'auteur de Central Universe qui était sorti chez Bladeworks Éditions. Alors toi tu l'as lu ? Ouais, alors moi j'ai pris le premier. C'est un auteur que je connaissais un peu de loin au niveau de... En tout cas j'avais déjà vu des planches de lui, de voir un peu ce que ça donnait niveau dessin. Et j'ai pris Central Universe. Ce que j'en retire, c'est que si c'est lui qui est au scénario, ce que je pense, sur donc Tinta Run, qui sera ce titre qui sortira début 2018. Oui, je confirme, c'est lui qui est sur les deux, il fait tout. Au niveau du scénar, ça a l'air d'être quelqu'un qui fait des trucs qui ont l'air assez chiadés et qui se barre directement des trucs qui sont à la fois complexes et recherchés et travaillés, et en même temps un univers qui est plutôt ouvert, où tu te prends pas trop la tête, assez porté sur l'humour. Et ouais, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et lui, il avait l'air très content d'avoir signé chez Glénat, en tout cas. D'accord. De toute façon, je pense que tout le monde serait content de signer chez Glénat. Se faire éditer, c'est cool de base, ça fait toujours plaisir. Après, c'est vrai que là, j'ai l'impression que se faire éditer, là où il y a Dragon Ball, One Piece, Bleach et Dr. Slump, d'après l'illustration qu'il avait postée, ça avait vraiment l'air de lui faire très plaisir. Donc, ouais. Pareil, les amis de Orion. Voilà. Donc félicitations à lui, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et en tout cas, moi ce que j'ai pu voir sur son titre précédent, c'est assez prometteur. Donc il y a moyen que ce soit un truc sympa. Tout à fait. Et puisqu'on est sur les annonces, terminons par chez Ankama Édition qui nous a révélé sa nouvelle licence pour 2017. Il s'agit de Double Me. Alors, la merde secret, c'est même Double.me. Oui. J'ai même pas été checké, genre s'il y avait pas un site planqué ou un truc comme ça. Je me méfie, au vu de la thématique, je me méfie. Donc, qui sera dessiné par Otosan et scénarisé par Miki Makasu. Ça sort le 19 mai. Et on va pouvoir vous en parler un peu plus parce qu'on a eu la chance de pouvoir lire les 2 premiers chapitres de Double Me, ce qui est l'équivalent du livret de prépublication qui sortira début mai. Donc déjà, on peut vous donner un petit peu notre avis sur Double Me. Alors l'histoire, le pitch,
on est à peu près sur notre époque, peut-être un poil plus évolué technologiquement, où en gros, les gens ne sont pas sur Facebook, sur Twitter toute la journée, ils sont sur un réseau social qui s'appelle DoubleMe. Et DoubleMe a créé une option payante que vous pouvez activer si votre compte a plus d'1 an, qui s'appelle Résurrection, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et du coup, cette option permet que, si vous venez à décéder, l'application va reprendre la suite de votre compte DoubleMe et pouvoir continuer à discuter avec vous via le fait que, avec au moins 1 an de données en stock, elle va pouvoir comprendre comment vous fonctionnez et du coup capter votre personnalité et pouvoir vous remplacer niveau discussion auprès de vos amis. Je sais pas ce que t'en penses. Déjà, c'est un pitch de base que je trouve ultra malsain. Oui, oui, c'est tout le, enfin c'est ce qui fait sa force en fait de ce titre, c'est qu'on est dans un univers qui est très malsain au final, puisque même les personnages principaux en eux-mêmes, en fait, ce qu'on découvre au début, c'est pareil, c'est vraiment, on sent vraiment le truc dark arriver, quoi. Ouais. Je l'ai pas précisé, mais je pense que vous aurez compris, c'est du seinen, hein. Mais à mon avis, ça coule un peu de source. On va suivre donc 2 lycéennes, 2 amies qui passent leur temps à discuter sur ce réseau social, et j'en ai pas lu assez pour pouvoir vous affirmer certaines choses, mais quand vous avez le pitch de base que je viens de vous raconter et quand vous avez ces 2 amis qui sont tout le temps dessus, on imagine facilement vers où ça va évoluer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais au vu de ces 2 premiers chapitres, c'est des personnages que je trouve pas spécialement agréables et que j'ai même pas trop envie de soutenir en fait. C'est des personnages qui sont plutôt pas détestables, mais c'est pas des gens que j'aimerais fréquenter, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. On retrouve un peu, moi j'ai retrouvé un peu, on va dire un peu des personnages, en fait, on a l'impression qu'ils sont un peu dans une jeunesse un peu paumée, quoi, dans le sens où on sent bien qu'ils sont à fond dans leur truc, dans leur réseau social, mais à côté de ça, on a l'impression d'avoir des personnes justement un peu déconnectées de la réalité, quoi. Ouais, puis on a, de ce qu'on a pu en voir, c'est quand même assez, on a à la fois ce côté de dérive technologique, duquel on n'est pas si loin, je pense, hein, ça peut vite basculer au vu de nos habitudes actuelles, et on a vraiment le cadre familial de ces personnages principaux, qui est très moderne aussi, hein, on est sur des choses qui sont pas étonnantes de nos jours. On veut pas trop vous spoiler, donc on n'en dira pas beaucoup plus. Non. Mais c'est vrai que c'est un cadre dans lequel on pourrait facilement se projeter et qui pourrait arriver assez rapidement. Et c'est ce qui rend le truc encore plus effrayant et un peu, qui renforce le côté malsain. Très clairement, on sent une inspiration pour cette mode, justement, l'anticipation un peu glauque à la Black Mirror. Je sais pas si toi t'as eu l'occasion de voir cette série, mais non, j'ai pas eu l'occasion, mais je vois très bien ce que c'est. C'est une série anglaise qui joue vraiment sur des épisodes indépendants qui partent sur des dérives technologiques et futuristes. Donc on est vraiment dans ce cadre-là. Je pense que si vous aimez ce genre d'histoire, vous aimerez DoubleMe. Ça s'annonce bien à ce niveau-là. Et au niveau du dessin, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Moi j'ai trouvé assez épuré, en fait, assez sombre. Et du coup, ça rend vraiment, ça accentue encore plus le côté seinen. Et de ce côté-là, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Je sais pas si t'as eu la même impression que moi, mais effectivement, je crois qu'on en parlait un petit peu avant, mais le côté effectivement des ombres assez ombrées, assez. On a vraiment l'impression qu'ils se sont vraiment fait plaisir et qu'ils ont vraiment voulu aller à fond dans le seinen et pas le faire qu'à demi-teinte, quoi. Ouais, il y a un travail des trames que je trouve assez intéressant, justement, pour rendre cette ambiance un peu sombre, un peu oppressante, pour jouer vachement sur les ombres, sur les visages et compagnie. Et au niveau du dessin, on sent vraiment qu'il y a un côté pour se rapprocher au maximum d'un style japonais. Là, très clairement, tu tombes sur la livret de prépublication, sur le bouquin en librairie demain. Je pense pas que tu puisses te dire c'est un manga français. Je pense que ça passe comme un manga jap, mais crème, quoi. Ouais, clairement. Après, il y a le nom en plus des auteurs qui fait que... Oui, qui fait pas du tout français. Donc ça joue pas mal, effectivement, ouais. Non, c'est une nouveauté que moi, personnellement, j'attends beaucoup. En plus, ça sort à un prix de lancement à 5€. Donc, un tout petit prix pour pouvoir découvrir cette nouvelle licence. Du seinen, ça change un peu. Et on a hâte de voir vraiment où ça va. Enfin, moi en tout cas, mais je pense que toi aussi. Oui, non mais moi j'attends plus de seinen dans le manga français de toute façon, de base. Donc quelque chose comme ça, toi t'es servi, quoi. Ouais.
On enchaîne maintenant pour vous parler un petit peu d'une vague qu'on a eu d'annonces de classement, on va dire. D'abord par Japan Expo, qui organise ces Japan Expo Awards. Alors j'ai pas très bien compris, il me semble qu'avant ils appelaient ça les Daruma, maintenant c'est Japan Expo Awards, mais les trophées ça reste Daruma. Enfin, en gros on est sur les prix de Japan Expo qui sont annoncés tous les ans. Pour rappel, l'année dernière, je crois que c'est Radiant qui avait remporté le prix du meilleur manga international. Oui, c'est ça. Et cette année, la catégorie manga international est composée à 100% de titres français. Alors, est-ce qu'on va pas vers le fait de renommer cette catégorie manga français directement? Je sais pas. En tout cas, ils ont pas dit Global Manga. C'est pas logique, hein, mais... Ouais. Ils l'ont pas appelé Global Manga, déjà, on va pas se plaindre. Hein. Ni Franga, ni Franga, ni Manfra. Dans cette sélection, on a donc Alchimia de Samantha Bailey et Mia chez Pika Édition, on a Booksters de Guillaume Lapère, Rémi Guérin, Sylvain Dos Santos chez Kana, Burning Tattoo d'Emmanuel Nieux chez Ankama Édition, L'équipe Z d'Albert Carrès et Edmond Touriol et David Fernandez chez Kotoji Édition, Outlaw Player de Shonen chez Kiyun et Le Voleur d'Estampes de Camille Moulin-Dupré chez Glénat. On n'a pas encore le résultat. On peut jouer au jeu des pronostics. Qu'est-ce que tu penses que c'est qui récupère le meilleur manga de l'année chez Japan Expo? Celui que je pense ou celui que j'aimerais bien? Commence par celui que tu penses. On viendra après à celui qu'on préférait. Vu qu'apparemment c'est un jury... C'est un jury, on est d'accord? Ouais, c'est un prix du jury, ouais. Je dirais Booksters. D'accord. Et toi, tu aurais choisi qui si tu avais dû voter personnellement? Moi, j'aurais choisi Le Voleur d'Estampes. D'accord. Moi, je pense aussi que Booksters a ses chances, mais j'hésite. Allez, on va dire l'équipe Z. Je pense que l'équipe Z a ses chances au niveau du jury, parce que la nouveauté, parce que assez frais, parce que plutôt moderne, etc. Moi, si j'avais dû choisir, c'est Burning Tattoo. C'est un peu mon coup de cœur de cette année, donc... Oui, oui, non mais clairement. Moi aussi d'ailleurs, c'est mon coup de cœur de cette année. Mais si je disais Le Voleur d'Estampes, c'est surtout parce que je trouve que c'est un titre qui mérite beaucoup plus d'être mis en avant, d'être... voilà, c'est quand on le lit, voilà, on a quelque chose de très, très agréable au niveau graphisme. C'est quelque chose qui change vraiment de l'ordinaire. Il a osé faire quelque chose et ça, je pense que voilà, on peut pas renier ça et je pense que ça mérite largement un prix, quoi. C'est clairement celui qui se détache le plus du lot, ça on peut pas dire le contraire. Effectivement, son graphisme peut jouer pour lui, ouais. Mais en tout cas, une sélection qui est variée et plutôt réussie, je trouve. On verra qui l'emporte. Petite précision au montage, entre le moment où on a tourné cette émission et le moment où on va la diffuser, il y a eu les Japan Expo Awards, et donc on sait qui a remporté le titre du meilleur manga international. Et on a été d'assez mauvais devin avec Asahi, puisqu'au final, c'est Outlaw Player de Shonen qui remporte ce titre. Alors c'est un choix qui est totalement logique aussi, c'est un titre qui a une sortie très rapide de plusieurs tomes, c'est un titre qui a un dessin qui est très très propre et qui du coup rend très très japonais dans le style, et une thématique assez moderne, donc c'est pas du tout étonnant que ce titre ait été choisi, et c'est même plutôt assez mérité. Félicitations du coup à Shonen pour ce titre, et aussi félicitations à Kiyun qui a eu la bonne idée d'éditer ce titre. En tout cas, au niveau de ce qui a déjà été voté et sélectionné, c'est les awards un petit peu d'Animeland, le magazine qui du coup a fait voter ses lecteurs, et avec une catégorie manga français qu'on souligne et qu'on apprécie. Le choix du public, c'est Burning Tattoo d'Emmanuel Nieux, donc chez Ankama Édition, qui est le meilleur manga français d'après les lecteurs d'Animeland, ce que je trouve parfaitement justifié. Oui, Burning Tattoo, oui, moi je trouve ça très logique, parce que l'histoire décoiffe, hein, de toute façon vous comprendrez quand vous lirez le manga, hein, pour ceux qui l'ont pas lu. Mais ouais, non, clairement c'est un titre que, pour nous deux, je pense que ça a été notre coup de cœur de toute façon de 2016. Ouais, c'est un des coups de cœur, mais je comprends totalement ce choix. Ouais. Et pour le coup, je soulignerais que ça fait plaisir parce que c'est un manga qui ne cherche pas, alors sans que ce soit un défaut ni rien, mais qui ne cherche pas à prendre un style de dessin à la japonaise, mais qui a vraiment son style propre. Et ça fait plaisir de voir que les gens n'ont pas cherché forcément le titre le plus copié, entre guillemets, avec un titre japonais, et que c'est un titre avec son style un peu différent qui a pu l'emporter. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et au niveau de la rédaction d'Animeland, c'est Booksters qui a été choisi, et c'est un choix que je valide totalement aussi.
Bah oui, non, mais de toute façon, d'ailleurs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, notamment au niveau des awards, ce que je te disais. Je pense que vu que c'est un jury, Boosters a toutes ses chances, dans le sens où voilà, je sais qu'auprès des journalistes, en tout cas, c'est un titre que beaucoup plus apprécié qu'auprès du public, ce qui est assez étonnant. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort de ce que j'ai pu voir à droite à gauche. Il y a toujours en fait une meilleure note auprès des journalistes qu'auprès du lectorat. Ça veut pas dire qu'il est pas bon auprès du lectorat, attention. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, donc voilà. Ouais, et puis bon, on va nuancer aussi en disant quand même que Boosters, on parle d'un tome pour l'instant. Et donc on juge sur le premier tome. Là, au Burning Tattoo, on a déjà 2 tomes, ce qui facilite un peu peut-être oui, aussi, oui. Le choix, et que de toute façon, voilà, c'est toujours compliqué. Enfin, on peut pas juger définitivement d'un titre d'après son premier tome. Et c'est un peu pour ça qu'on va vous parler des tomes qui sortent dans cette émission. C'était un peu l'objectif chez nous aussi. Pour terminer sur cette partie actu, on va faire un point rapidement sur les sorties, non pas d'albums, mais de chapitres, parce qu'il y a certains sites, certains mangas qui ont leur propre mode de diffusion par chapitre, dont on vous en parlera au fur et à mesure selon ce qui sort, hein, au niveau des maisons d'édition un peu indépendantes ou qui ont des modes de diffusion un peu différents parfois. En tout cas, ce qu'on peut vous dire par exemple, c'est que du côté de chez Headtrick, le chapitre 83 est sorti le 1er mars. C'est le premier chapitre du futur tome 11. Et que le prochain, le 84, sortira le 1er avril. Et je pense pas que ce soit une blague. Au niveau de chez Weekly Comics, on a sur le mois de février le chapitre 8 de Alan Obrest qui est sorti. On a les chapitres 6 et 7 de Euterpe. On a le chapitre 4 d'Entité et le chapitre 5 d'Encre de Feu. Je vous invite à aller faire un tour sur ces sites pour pouvoir un peu voir de quoi il s'agit. Du côté de chez Headtrick, les chapitres sont disponibles gratuitement, il suffit juste de s'inscrire. Chez Weekly Comics, les premiers chapitres sont en lecture gratuite aussi si vous voulez voir un petit peu. Et puis à l'avenir, voilà, s'il y a d'autres mangas qui sortent comme ça un peu en chapitre, on vous en parlera dans cette rubrique. Et puis je vais teaser un petit peu quand même en disant que normalement, je pense que c'est à peu près dans un mois, si je dis pas de bêtises, on devrait sortir l'émission d'interview éditeur sur H2T, justement sur Weekly Comics. Donc vous en saurez plus, notamment sur la prépublication, comment ça se passe chez eux au niveau du web. D'ici la prochaine émission d'actu, on aura l'interview d'éditeur de H2T qui est déjà enregistrée, donc elle sera là, et vous pourrez en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'H2T et comment ça fonctionne. C'est ça. On passe maintenant aux critiques du mois. On va vous parler un petit peu de ce qui est sorti le mois précédent, voire même un peu plus, parce qu'en début d'année, c'était quand même plutôt très calme. Hein. Alors, on va commencer par vous parler de Headtrick. On en parlait sur les chapitres un peu juste avant. Headtrick a eu son tome 10 qui est sorti. On pourra pas vous dire grand-chose sur Headtrick ce mois-ci, parce que tout simplement, ni toi ni moi n'avons lu le tome 10. Non. Parce que moi j'ai attaqué Headtrick le mois dernier, donc moi j'ai eu le tome 1 actuellement. Je suis très en retard, donc on pourra pas vous en parler là. Donc je pense que tu vas y aller. Alors, moi je vais être tout à fait honnête, il y a peut-être une chance qu'on vous en reparle dans la prochaine émission, parce qu'il y a peut-être une chance que je me suis mangé les 9 qui me manquent d'ici à la prochaine émission. J'ai adoré le tome 1, c'est complètement barré, ça se lit tout seul. J'ai l'impression de voir un manga de foot avec des personnages ultra baraques à la Ken le survivant. Enfin, j'adore l'univers qu'ils ont développé, je trouve ça très drôle, ça se lit tout seul encore une fois. Donc je pense que je vais rattraper très vite cette série, et que peut-être qu'on pourra refaire un point sur ce tome 10 d'Headtrick le mois prochain. Mais si la série est du niveau de ce que j'ai pu voir avec le tome 1, moi je suis totalement client. C'est très drôle, c'est très barré, c'est bien dessiné, et pour le coup je voudrais souligner que pour de l'auto-édition, ils ont monté un truc de malade avec une boutique avec plein de goodies, avec des éditions qui sont top, des collectors et tout, et je suis assez impressionné de comment ils ont pu développer seul en auto-édition. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient une sacrée communauté aussi, parce que je crois qu'ils ont plus de 10 000 fans, je crois, sur leur page. Plus de 10 000 inscrits sur le site aussi au niveau des lectures de chapitres. Ouais. Donc c'est assez énorme. Ils ont développé des vêtements, ils ont développé une marque de boissons
Qui peut se permettre de développer une marque de boisson dans le manga? C'est assez énorme. Donc non, mais ils ont fait fort, mais non, moi je trouve ça assez impressionnant, Ouais. et je trouve ça assez plaisant qu'il y en ait qui y arrivent quand même en auto-édition. Je pense qu'on fera une émission de toute façon pour expliquer un petit peu l'auto-édition, l'édition, etc. Ça aussi, on envisage de le faire. C'est prévu, Mais ouais. c'est vrai que là, ça fait plaisir parce que c'est très très dur en auto-édition. Il faut arriver à monter sa communauté et c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir les nerfs solides, encore beaucoup plus que si on était en édition. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant et ouais. Pareil, hein, je pense que je les prendrai les tomes. De toute façon, voilà, si vous voulez vous y lancer, vous pouvez vous inscrire. Vous débloquez, je crois, dès l'inscription les 2 premiers chapitres, et après je crois que tu débloques un chapitre par jour en fait. S'il y a que les 2-3 derniers qui doivent être réservés soit à l'achat, soit au club VIP. Mais vous pouvez totalement vous y essayer gratuitement, et moi je vous encourage à aller y jeter un œil. Et puis voilà, si on a l'occasion, on vous reparlera de ce tome 10 un peu plus tard, parce que moi de ce que j'ai lu du tome 1 en tout cas, c'est très prometteur. Et si ça reste sur cette veine là, je pense que je vais m'éclater. On passe maintenant aux Torches d'Archilon. Alors, on vous l'a présenté dans un premier contact qui est sorti le mois dernier. Les Torches d'Archilon, pour rappel, c'est une série qui a été éditée chez Akata pour son premier volume. L'auteur a récupéré ses droits et il s'est relancé en auto-édition à côté, donc il a réédité son tome 1 suite à un Ulule. Il a sorti du coup son tome 2. C'était même la base du Ulule, le tome 1, c'était au final qu'un bonus. Et du coup, voilà, on a pu... les gens qui avaient commencé chez Akata et Torches d'Archilon ont pu passer à la suite, découvrir la suite de l'histoire. Les gens qui connaissaient pas du tout, comme toi il me semble, vous avez pu via ce Ulule récupérer les 2 premiers tomes et commencer la série. Donc on va revenir un petit peu sur les Torches d'Archilon. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Alors moi je connaissais pas, et alors j'avoue, autant on était tout à l'heure sur des titres comme Double Me par exemple, où on parlait des titres qui étaient beaucoup plus attraits japonais, beaucoup plus on va dire copier-coller du manga japonais, hein, même comme Alchimia par exemple qui est très shoujo japonais. Là on est vraiment sur quelque chose de totalement différent. D'ailleurs même lui-même se prend plus pour de la BD plus que pour du manga, mais il a choisi le format manga. Donc on est vraiment sur du trait vraiment différent. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est hyper dynamique, ça se fait super facilement et on s'ennuie pas une seule seconde. Je pense que toutes les actions s'enchaînent les unes après les autres. C'est une belle aventure. Ça fait plaisir de voir un petit peu justement des elfes, un elfe noir, des choses comme ça, des guerriers, barbares et compagnie. Donc c'est toujours plaisant. Et puis j'ai beaucoup aimé ce côté justement avec l'hôpital. Donc je pense que on pourra remettre un petit point peut-être sur le synopsis. Si tu l'as sous les yeux, mais il y a une double histoire avec quelque chose qui se passe à l'hôpital, puisque c'est une BD qui est lue à une mère à son enfant qui est dans le coma, et donc c'est vraiment ce côté-là est très réussi parce que petit à petit la BD va prendre une part sur ce qui se passe à l'hôpital, et c'est à la fois touchant et à la fois on se dit qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il y a ce lien-là, où ça va nous mener, et Il est très curieux de savoir ce qui va se passer. Du coup, voilà, pour rappeler rapidement l'histoire des Torches d'Archilon, à la base, vous découvrez l'histoire d'Archaïs, qui est un chevalier dragon, et de Sombre Lune, qui est un elfe noir, qui sont 2 aventuriers partis en mission récupérer un paladin qui avait disparu. Et il va leur arriver plein de choses qui vont compliquer leur tâche. Et quand vous pensez que c'est ça l'histoire de base, en fait, vous vous rendez compte que ça, c'est l'histoire qu'une mère est en train de lire à son enfant. L'enfant est dans le coma. Et du coup, vous avez ce double jeu qui est hyper intéressant entre l'histoire ultra héroïque fantasy des Torches d'Archilon et l'histoire beaucoup plus moderne et beaucoup plus froide de cette partie à l'hôpital. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est une des grosses forces aussi de ce manga, c'est que dès le premier tome, vous sentez que c'est pas juste un gimmick, qui a l'air d'y avoir quelque chose qui lie les deux, mais on sait pas quoi. Et moi ça fait partie des choses qui m'ont vraiment donné envie de lire la suite, c'est de savoir mais c'est quoi le lien entre ces 2 univers en fait. C'est ça. Et puis on sent vraiment qu'il sait où il va. Enfin, c'est pas comme s'il avait improvisé quelque chose en disant voilà, je vais faire ça parce que il y aura une double histoire comme ça, et voilà. Mais là on sait vraiment, il sait où il va, et voilà. Puis les décors sont, je sais pas ce que t'en as pensé toi des décors, mais je les trouve vraiment très très beaux. Ouais, les décors sont très travaillés, c'est riche. C'est assez vivant au niveau des scènes de foule et compagnie. Et moi, ce
que ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est l'humour. Parce qu'avec l'humour, en 5-6 pages, t'as déjà eu 2-3 blagues, t'es rentré dedans, t'as ciblé les personnages, et on a ce mélange entre l'elfe qui est un peu rabat-joie, un peu à casser tout le temps, et Archaïs qui est vraiment l'archétype du gros bourrin. C'est un bœuf, quoi. Mais c'est un dieu qui marche hyper bien, et c'est un manga que je trouve très drôle à lire. Enfin, moi je lis ça avec le sourire tout le long, en fait. C'est ça. Et du coup, t'as ces coupures avec justement ce qui se passe à l'hôpital, et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça te remet les pieds sur terre, tu vois. T'étais parti dans l'univers, et puis d'un coup, t'as la page, les quelques pages qu'il y a avec l'hôpital, et là, tu reviens comme si tu revenais un peu à la réalité, et le contraste est très bien fait, et en même temps, cette coupure, en fait, te permet vraiment juste, tu vois, de souffler un coup et de repartir dans l'aventure, quoi. Enfin, ça donne une impression assez particulière, ouais. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, de toute façon, je vous renvoie vers le premier contact qu'on a fait, qui vous montre des planches, qui vous montre les différences de style, etc. Du coup, on va peut-être s'intéresser un peu plus à ce tome 2, qui est un peu la vraie nouveauté de ce début d'année. T'en as pensé quoi, toi? Est-ce que tu trouves que ça évolue bien? Oui, ça évolue bien. Alors moi, comme je disais, le problème c'est que j'ai lu les 2 à la suite. Oui. Donc oui, ça évolue bien. Et on a quelque chose entre guillemets qui est pas comme certains reproches que je peux faire il y a certains mangas, je leur fais des reproches, c'est-à-dire que les tomes 1 reprennent trop le synopsis. On avait eu le problème notamment avec Alchimia, on avait eu le problème avec quelques titres comme ça, et alors que là on a senti vraiment que on rentre dans un univers et il y a des choses qui se passent, quoi. Et le tome 2 pareil, quoi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui se passent et ça évolue rapidement. On sent vraiment une évolution rapide. Moi, en tout cas, ça a été mon impression. Moi, ce que je disais tout à l'heure, j'attendais vraiment de voir s'il y avait une évolution de ce lien, et effectivement, c'est pas encore très net, mais il y a des pistes qui sont données. Oui. Et du coup, c'est vrai que je commençais, moi, à me faire des idées, des théories sur ce que ça pouvait être. C'est intéressant de voir comment ça évolue. Au niveau de l'histoire d'Archaïs et de Sombre Lune, très clairement, moi, j'ai préféré la deuxième partie de ce tome 2 à la première. La première, pour rappel, il y a ces espèces de camps dans lequel ils vont croiser des aventuriers. La deuxième, c'est la partie en ville où ils vont croiser les gens et où ça va un petit peu castagner. Moi, vraiment, cette deuxième partie m'a beaucoup plus branché que la première. La première était pas mauvaise, mais j'étais plus dedans sur la fin. Et du coup, ça m'a bien remis dedans pour attendre pas mal le tome 3. C'est assez... à ce niveau-là, ça marche bien au niveau du cliffhanger pour te donner envie de voir la suite, quoi. Ouais, clairement, ouais. Au niveau du dessin, c'est toujours aussi propre. Pour le coup, j'ai pas noté de changement, que ce soit en bon ou en mal. Et par rapport à la version Akata? Alors, parce que t'as vu la version Akata, donc ce qui est peut-être sympa de noter, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont la version Akata et qui vont passer directement qu'au tome 2, sans forcément racheter le tome 1 qui a été réédité. Alors du coup, je le montrais dans le premier contact, assez rapidement, mais les changements sont assez minimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de planche complètement dessinée, en tout cas j'en ai pas trouvé. C'est plus des petits changements sur les visages, par exemple. Typiquement, au tout début, il y a Sombre Lune qui a accoudé à une table en train de discuter. Il avait la bouche fermée sur l'édition de base, là il a la bouche ouverte. Enfin, tu vois, on sent que c'est pour rendre le truc un peu plus cohérent. C'est surtout des changements au niveau des visages, j'ai trouvé. Après, un détail sur l'édition, l'impression. J'ai trouvé cette édition un peu plus claire en termes de jeu de couleurs, d'ombrage et compagnie. Et globalement, c'était un peu plus foncé sur l'édition d'Akata et un peu plus clair sur l'édition, la nouvelle édition Arc Edition. D'accord. Mais il n'y a pas de gros changements qui sautent à la figure. On reste sur le même truc qui est cohérent avec ce qui existait déjà. Mais il n'y a aucun problème, je veux dire, quelqu'un qui a que la version Akata peut suivre directement sur le 2. Ouais, à ceci près qu'il y a le changement de format, puisque la nouvelle édition est plus grande. Donc, si vous êtes du genre à aimer avoir des bibliothèques régulières, vous aurez un petit volume et un gros volume à côté. Mais sinon oui, tu peux totalement passer au tome 2 Arc Edition en ayant le tome 1 Akata. D'accord. Voilà pour les Torches d'Archilon, une suite qui correspond à ce qu'on attendait.
et qui donne envie d'en voir plus. Donc je pense que c'est validé de notre côté et on attend de voir la suite. Et il me semble que du coup Michael Modovar veut développer un petit peu la suite de son manga en ligne aussi. J'avais cru comprendre qu'ils étaient en train de développer un site qui voulait aussi partir sur les chapitres disponibles en ligne. Alors je sais pas encore trop sur quel format. Il me semble qu'ils voulaient partir sur une diffusion gratuite. Mais après je pourrais pas l'affirmer. Mais en tout cas voilà. Il va le mettre sur Manga Draft, il me semble. Enfin de ce que j'ai compris, il va en mettre en tout cas une partie sur Manga Draft. Ce qui est logique parce que ça fait quand même une plateforme, une visibilité importante. Donc ouais, je pense qu'il va mettre ça sur Manga Draft déjà aussi dans un premier temps. Et peut-être sur son site, tout simplement. Oui, le site qui est en reconstruction, mais il y a des chances que ce soit dessus aussi, ouais. Voilà pour les Torches d'Archilon. Niveau disponibilité, ça va être compliqué en boutique actuellement, si ce n'est quelques boutiques partenaires. Très clairement, on vous renvoie vers Amazon, parce que c'est là où vous êtes sûr d'avoir les 2 tomes dans le nouveau format. Ce sera le plus facile pour l'instant, attendant que ça se mette en marche, parce que du coup, vu qu'il passe en auto-édition, ça demande quelques changements. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et pour terminer sur les critiques, on va partir sur Booksters, tome 2. Alors, je vais être honnête avec vous, je suis très content de pouvoir vous parler de ce tome 2 maintenant, qui sortira que dans quelques jours. Moi, Booksters, c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière. C'est un manga qui m'a bien plu. Et j'attendais vraiment de voir où ça allait. Du coup, il n'y a que moi qui l'ai lu, donc si t'as des questions, n'hésite pas. Ouais, parce que c'est vrai que moi, la question que j'ai en fait, c'est que effectivement, il y a eu pas mal d'attentes parce que le tome 1, pour beaucoup de gens, paraissait un petit peu étrange pour du shonen baston. Enfin, on était plus parti sur l'enquête, on était plus parti sur. Il était un petit peu, il laissait un petit peu en attente les gens, on va dire. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce tome 2 qui, en fait, normalement devrait être plus shonen baston? Est-ce qu'on est plus là-dedans? Est-ce que ça castagne plus? Est-ce que ça t'a rassuré par rapport au tome 1? Alors, je trouve qu'il y a un léger changement, plutôt un léger ajustement de style, dans le sens où le premier te présentait limite les Bookmasters dans un délire de duel à la Yu-Gi-Oh!, à la Pokémon, à tous ces principes où vous allez affronter quelqu'un via les invocations. Ce côté-là, je le trouve plus mis en retrait sur ce tome 2, et ce tome 2, du coup, va plutôt exploiter l'ambiance conte de fées liée au codex, au fait, et au persona. Et effectivement, on a moins d'enquêtes, en tout cas on a moins de phases de discussion enquête, et globalement ça avance plus vite, ça bastonne pas mal, effectivement, et moi très clairement je suis conquis par ce tome 2, je trouve que l'évolution de ton est très appréciable. D'accord. Et donc au niveau du dessin, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ce qu'il y avait avant? Parce que on est quand même effectivement sur du dessin d'un duo, on va dire connu. On peut dire déjà qui a déjà fait ses preuves sur la brigade temporelle notamment. Donc qu'est-ce que tu as pensé de ce tome 2 au niveau de Booksters? Alors juste avant, je vais rappeler un petit peu au niveau de l'équipe. On a à la base Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin, qui était l'équipe qui a fait City Hall, donc Rémi Guérin au scénario, Guillaume Lapeyre au dessin. Là, on a Sylvain Dos Santos qui vient s'y rajouter sur le scénario, puisqu'à la base, c'est une idée à lui, l'idée de Booksters. Donc on a ces deux scénaristes, et depuis la fin de City Hall, et surtout depuis la brigade temporelle, Guillaume Lapeyre au dessin est assisté par Alexandre Demacias, qui s'occupe des décors. Je le précise parce que du coup ça a une importance sur ce tome, autant au niveau des dessins personnages, c'est le dessin de Guillaume Lapeyre, donc il est toujours aussi propre et aussi... moi j'aime beaucoup son dessin, j'adore son ancrage. Donc là, à ce niveau-là, on est toujours sur la lignée du premier, c'est-à-dire que c'est propre, il n'y a pas de souci. La vraie évolution, je trouve, c'est au niveau des décors. Parce qu'il faut savoir que comment est-ce qu'il travaille, on a Guillaume Lapeyre qui se concentre sur les personnages et Alexandre Demacias qui lui va modéliser en 3D les décors, et en fonction des cadrages dont ils ont besoin pour accompagner les personnages en fait sur les différentes cases, eh bien il va se positionner dans son décor et en sortir une image du décor qu'ils vont
stylisé entre guillemets pour entrer dans le côté manga. Ça marchait pas mal sur le premier, même si à la relecture, en fait, les décors sont chouettes, mais on sentait un peu trop à mon goût sur le premier Booksters le côté 3D des dessins. D'accord, oui. Au niveau des nuances de gris qui étaient utilisées pour les ombrages, en fait. Et il y a une grosse évolution sur ce tome 2 à ce niveau-là. Je trouve que les décors rendent beaucoup mieux. Et honnêtement, il y a des moments où, pour les regarder en live, je sais que tel décor a été fait en 3D, j'ai vu le modèle 3D qui a été fait, mais parce que je le sais, je le vois, mais je trouve qu'il se ressent pas dans le dessin. Et pour le coup, on est sur quelque chose qui a beaucoup moins ce côté numérique et qui globalement est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus régulier entre le dessin personnage et le dessin décor. Et notamment aussi sur les jeux d'ombrage et compagnie. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est une vraie réussite sur ce tome 2. On a une belle évolution du dessin et des décors. Et on sent qu'il y a la brigade temporelle qui est passée entre deux et qu'ils ont eu le temps d'affiner le procédé. Oui. Et franchement, ça passe tout seul sur ce tome 2, il n'y a aucun souci. Et oui, donc on en profite aussi pour dire que tous les mercredis soirs, vous pouvez retrouver justement ce fameux duo Guillaume Lapère, Alexandre Desmacias. Donc sur Twitch, c'est sur In The Basement Studio. Donc on l'écrira en description de toute façon. On vous le mettra. Il faut savoir qu'il stream l'avancée du tome 3 actuellement. Donc n'y allez pas pour vous plaindre que ça spoil. Hein. Vous allez voir des choses du futur tome. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, eh ben, il faut pas y aller pour vous plaindre derrière. En revanche, bon point que j'ai trouvé aussi, moi j'ai beau les suivre assez assidûment sur leur Twitch, j'ai vraiment eu des surprises sur ce tome. Tu vois, autant il y a niveau dessin, il y a des choses que je me suis dit, ah oui, ça c'est vrai que je l'avais vu faire, c'est cool, mais c'était assez réussi dans le sens où j'ai vu les dessins avancer, mais j'ai pas vu l'évolution de l'histoire dans les lives. Et du coup, j'ai pu vraiment découvrir l'histoire. Donc je pensais m'être un peu gâché entre guillemets la lecture en sachant ce qu'il allait y avoir, et pas du tout. Et du coup ça a été assez appréciable aussi. Bah, c'est vrai qu'ils en montrent pas assez de toute façon, hein, parce qu'ils travaillent tous les jours et ils streament, à l'époque ils streamaient deux fois par semaine, maintenant c'est une, mais voilà, donc forcément ils en montrent pas assez. Je sais qu'en ce moment en plus ils font beaucoup d'illustrations, donc non, c'est toujours sympa aussi d'en apprendre un peu plus sur les auteurs. C'est un côté bonus qui fait plaisir, c'est clair. Du coup ça sort, pour rappel, hein, on a pu l'avoir un peu en avance, mais ça sort le 17 mars en librairie, Booksters tome 2, et si vous avez aimé le premier, je pense que cette évolution vous l'aimerez bien, ça part dans un sens qui moi me plaît beaucoup. Si vous étiez réticent sur le premier, lisez le deuxième. Je pense que ça peut vous donner une idée de vers quoi évolue la série. Et pour avoir un peu discuté avec Sylvain Dos Santos, c'est dans cette évolution-là qu'ils veulent continuer à aller pour le tome 3. Donc le tome 2 est plus fidèle à ce qu'ils veulent faire au global sur Booksters que l'était le tome 1 en fait. Et c'est une évolution qui est assez intéressante à voir. Ah, très bien. Alors donc oui, le sondage du mois portait justement sur comment choisissez-vous un nouveau manga. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait pas mal de façons de choisir et on trouvait ça intéressant de voir un petit peu comment vous y preniez tout simplement, quels étaient vos critères, à quoi vous faisiez attention et voilà, donc qu'est-ce que ça donne les résultats ? Alors, on vous avait fait donc plusieurs propositions et vous aviez la possibilité de choisir plusieurs réponses. Donc c'est pas un sondage qui va regrouper des catégories fixes. Il y a des gens qui ont répondu plein de choses différentes, il faut le savoir à l'avance. Mais du coup, la réponse qui revient en tête, c'est je feuillette, si le graphisme me plaît, je prends, à 130 réponses quand même. Donc c'est vraiment arrivé premier et d'assez loin. Suivi en deuxième position à 90 votes par un bon synopsis et hop, c'est dans la poche. Enfin, je passe à la caisse avant quand même. Et en troisième position, à 50 voix, on a un ou plusieurs amis m'ont conseillé ce titre, je tente le coup. Et après, on est sur des réponses qui sont à peu près dans le même ordre de nombre de votes. À 44 voix, je regarde les critiques et conseils des lecteurs sur le net, forums, réseaux sociaux et YouTube. À 40 voix, la couverture, tout est dans la couverture, si elle claque, je craque. À 30 voix, je lis un extrait en librairie ou en magasin. À 23 voix, je lis un extrait en ligne. Et à 22 voix, mon libraire me conseille, il connaît son métier, j'ai rarement été déçu. Donc ce qu'il en sort, c'est que vraiment, on a deux pôles qui se détachent, à savoir feuilleter le bouquin et le synopsis. Ça semble être vraiment les deux plus gros critères pour les gens. Ce qui est logique. Et en fait, on avait créé ce sondage aussi à la base parce que on voulait voir si notre impression était
était vérifié de savoir si les gens lisaient vraiment, enfin, si vous lisiez vraiment des extraits en ligne. Parce que c'est vrai que on se demandait en fait, parce que on en trouve pas mal, hein, on en trouve un peu partout, sur tous les sites éditeurs, je pense qu'on en trouve au moins le premier chapitre en lecture gratuite. Et effectivement, c'est pas tant lu que ça, comparé au fait que les gens vont encore en librairie, vont feuilleter pour aller voir, ou vont feuilleter même peut-être sur internet, mais ne lisent pas, ne veulent pas découvrir le début de l'histoire, préfèrent le découvrir en achetant le tome. C'est ça, parce que du coup, voilà, il y a deux principes. Il y a à la fois l'extrait que vous allez avoir en ligne, donc, et il y a aussi les petits booklets que vous allez pouvoir trouver en librairie directement. Donc ça arrive plutôt en fin de sondage, en fin de réponse. Alors il y a plusieurs propositions à ça. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas se spoiler non plus, qui ont peur de trop en lire via l'extrait. Et que on voit très clairement ce qui ressort premier, c'est le graphisme. Donc les gens n'ont pas forcément besoin d'en lire beaucoup, ils préfèrent voir à quoi ressemble le dessin, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau des conseils. Les gens vont d'abord préférer le conseil d'un ami, suivi après par le conseil de gens avec qui ils vont discuter sur internet, ou de critiques via YouTube ou via les forums, les blogs, etc. Et en toute fin de classement, on a le conseil du libraire. Je pense c'est aussi parce qu'il y a peut-être pas mal de gens qui achètent pas en librairie, ou qui achètent dans des librairies qui sont, ou dans des grandes firmes. Je pense typiquement que c'est plus facile d'aller chez son libraire habituel pour être conseillé qu'auprès d'un vendeur d'une grosse firme, genre la Fnac. Oui. C'est vrai que pour les conseils, à la Fnac, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, je pense. Mais par contre, moi j'ai testé les conseils d'un libraire, d'un libraire spécialisé manga. Et effectivement, je suis rarement déçu. Hein. C'est clairement ça, c'est vrai. Et on peut avoir des bonnes surprises. Alors après, ça dépend un peu dans quelle mentalité vous êtes. Si vous avez envie vraiment de découvrir quelque chose que vous n'attendiez pas spécialement, ça peut être un bon moyen de découvrir des choses. C'est vrai que tu as raison sur ce point-là. Il y a des gens aussi qui vont acheter en sachant de base ce qu'ils vont acheter. Alors qu'il y a des gens qui aiment bien découvrir, qui aiment bien aller en librairie et dire bah tiens, j'ai envie de découvrir un truc, j'ai envie de quelque chose de nouveau, qu'est-ce que tu as à me conseiller? Et c'est peut-être des gens qui sont plus minoritaires, et encore une fois, voilà, entre les achats sur internet et les grandes firmes, je pense que c'est pas vraiment que les gens n'ont pas confiance envers les conseils de leur libraire, je pense que c'est plutôt qu'il n'y a pas forcément grand monde qui va dans des librairies où on peut leur conseiller quelque chose. C'est ça. C'est ça, parce que ça concerne vraiment, pour avoir des conseils, effectivement, ça concerne que les librairies spécialisées dans le manga. Parce que c'est eux qui auront lu les mangas. Moi, je vois la libraire à côté de chez moi, voilà, elle a lu les mangas, elle a lu, j'ai mis Chronicles Express d'ailleurs, et elle l'a lu, voilà, donc elle sait en parler, et du coup, elle peut le vendre après. Conseiller. Chez moi, c'était à peu près la même chose sur mes cases. Le libraire l'a pris pour essayer, l'a adoré, l'a conseillé à tout le monde, du coup il est tombé en rupture. Mais voilà, c'est un titre qu'il a bien aimé, il l'a fait savoir, quoi. Dernier point qui est intéressant à évoquer, en plein milieu de sondage, on a la couverture à 40 voix. Et ça m'étonne qu'elle soit si basse, entre guillemets, elle est qu'en 5e position. Ça m'étonne pas en fait, parce que en fait c'est la façon dont est fait le sondage, c'est comment choisissez-vous un nouveau manga, et pas est-ce que la couverture... Ouais, parce qu'en fait, si on ferait un sondage, par exemple, pour dire si le premier truc qui vous vient pour aller voir un manga, c'est la couverture, effectivement, les gens vont répondre oui, quoi. Je pense effectivement la couverture joue beaucoup pour retourner entre guillemets le manga de l'autre côté, lire le synopsis et le feuilleter. Je veux dire, de loin, vous voyez un manga et dont la couverture vous intéresse pas, vous n'allez pas aller forcément lire le synopsis. Je pense que c'est assez sous-estimé, je pense, sur ce sondage-là. Voilà, je pense que c'est sous-estimé à cause, on va dire, de la façon dont tu as posé la question. C'est possible. Mais en tout cas, moi je suis quand même d'avis à ce qu'une bonne couverture c'est important. On en parlait en début d'émission, on a tous les deux un coup de cœur pour Burning Tattoo. Et moi c'est un titre que j'ai pas lu en priorité justement parce que la couverture du tome 1 m'a pas accroché. Du coup, j'ai été très surpris quand j'ai eu le tome et que j'ai vu que j'adorais, parce que la couverture me branchait pas. Il y a des trucs comme ça, des fois, où on a plus de feeling ou pas. Et c'est vrai qu'une bonne couverture, quand même, ça a son importance. Il faut pas sous-estimer ça. Voilà donc pour le sondage du mois. On essaiera tous les mois de vous faire un petit sondage comme ça pour avoir vos avis et pouvoir discuter un petit peu
de manga français, de vos habitudes un petit peu de consommation sur le manga. Pour terminer cette émission, l'agenda des prochaines sorties. Au niveau des sorties papier, alors on a Outlaw Player tome 4 chez Kiyun qui sort à peu près au moment où cette émission va sortir normalement, le 9 mars. Ouais. On a Booksters tome 2 dont on vous a parlé dans cette émission qui sort lui le 17 mars. L'équipe Z tome 2 qui est lui aussi prévu pour le 17 mars. Et enfin en fin de mois, Booksters chez Kana, l'équipe Z chez Kotoji et du coup Stray Dog tome 3 chez Glénat qui sort lui le 22 mars et qui je suppose sera toujours un énorme pavé comme nous a habitué Vanra sur les Stray Dog. Je crois qu'il fait 416 pages. Oh la vache, c'est énorme. Pour Ouais, le coup, toute qualité mise à part, je pense que Stray Dog c'est le manga qui est le plus intéressant en termes de quantité-prix. Parce que si vous, ou alors si vous voulez caler une armoire, ça c'est très bien aussi. Mais non, blague à part, on vous donnera notre avis sur Stray Dog. Ils ont fait une pagination assez fine. Hein. Ils ont fait une pagination assez fine parce que justement, il faut quand même que ça loge, que ce soit pas trop épais. Parce que s'ils avaient fait une pagination comme ils ont fait pour, un grammage, on va dire, de pages comme ils ont fait pour City Hall ou pour Quantities Express, effectivement, le tome serait vraiment très très épais. Donc bon, on blague un peu, on vous donnera notre avis sur Stray Dog le mois prochain de toute façon. Mais c'est vrai qu'en termes de bouquins, en tout cas, c'est des gros pavés à chaque fois. Et ça marque quand vous avez eu un Stray Dog en main. Et ben voilà qui conclut du coup cette première émission d'Actu Mensuel de Parlons Manga Français. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire sur ce que vous avez pensé de cette émission, qu'on puisse ajuster un peu aux besoins sur les prochaines. On vous rappelle rapidement ce que vous pouvez retrouver niveau vidéo sur notre chaîne. Premier Contact, l'émission qui vous présente les nouvelles licences de manga français. Vous avez la dédicace filmée où vous allez pouvoir voir un auteur à l'œuvre en train de dédicacer un bouquin et en plus le bouquin on vous le fait gagner, c'est cadeau. Vous avez ensuite les découvertes collector, on va vous présenter des objets, des bouquins, des choses un peu particulières, des goodies que vous ne connaissez pas forcément ou qui sont parfois plus disponibles liés au manga français. Et enfin on a l'interview éditeur où on essaye régulièrement de vous faire découvrir un peu le paysage éditeur français au niveau du manga, que ce soit les grosses maisons d'édition ou les plus petites, et ceux qui ont un style classique contre ceux qui ont des techniques un peu plus nouvelles. Et voilà, histoire que vous puissiez avoir un aperçu un petit peu de tout ce qui se fait en France et de comment ça se fait. Et ben Kassai, merci pour ta participation à cette émission. Et puis on se retrouve le mois prochain pour continuer à parler de manga français, on est là pour ça. C'est ça, tout à fait. On vous remercie d'avoir écouté et on vous dit à la prochaine, bye bye. Bye bye.